Bonjour, bienvenue au deuxième épisode de Sac Passé. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour moi? Sac Passé aujourd'hui, on est au lendemain de l'annonce du confinement plus serré par le gouvernement Legault. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode qui va être tourné, le temps que les règles de distanciation et les règles de confinement, en fait, soient moins serrées. Et entre-temps, on va être capable quand même de tourner d'autres épisodes, d'autres enregistrements en mode distanciation via une plateforme sur le web. De manière plus importante, je voulais parler de qu'est-ce qui se passe pour moi en ce moment par rapport à cette annonce-là, parce que j'ai une préoccupation, en fait j'en ai plusieurs, mais j'ai une préoccupation par rapport à comment est-ce qu'on considère les personnes itinérantes dans une annonce comme celle-ci. Je sais qu'il y a plusieurs groupes qui se sont manifestés à partir du moment où le gouvernement de Legault a présumé que les règles s'appliquaient également aux personnes itinérantes, en présumant qu'il y avait de la place pour les personnes itinérantes à différents endroits. Ceux et celles qui connaissent en fait la réalité des personnes itinérantes savent que cette affirmation-là en fait est complètement mal fondée. Et ça m'inquiète de voir que des choix ou des décisions gouvernementales sont prises sans considérer des groupes plus vulnérables. C'était à mon sens une évidence en fait qu'il fallait réfléchir au traitement qu'on accorde à ces personnes-là. D'autant plus que il y a plusieurs éclosions majeures qui se passent au sein de la communauté itinérante. Donc, en date d'aujourd'hui, je ne sais pas quand on va diffuser l'enregistrement, mais j'ai une inquiétude et j'ose croire que on va être capable d'avoir une meilleure considération en fait pour ces personnes-là. J'ai aussi une préoccupation par rapport aux jeunes, parce que les jeunes, par définition, quand on parle des ados, les jeunes ne respectent pas les règles en général, et c'est un défi à l'adolescence, en fait, de respecter les règles. Et c'est une chose, en fait, de se faire rappeler une règle à l'adolescence d'une manière directe, robuste par les parents, par l'école, mais de savoir qu'il y a un potentiel que ce soit la police qui intervienne auprès des jeunes s'ils sont dehors, passer 20 heures, ça aussi, ça m'inquiète. Particulièrement pour les jeunes qui sont dans les jeunes issus des communautés marginalisées. J'ai cette réflexion-là également, puis c'est une préoccupation qui m'anime. Puis la troisième chose, par rapport à la question du confinement, il y a toute la question de comment est-ce que les enjeux de santé mentale vont être en fait, vont frapper, encore une fois, différentes... les gens en général, mais encore une fois, j'ai toujours une pensée peut-être pour les personnes marginalisées. Il y a quelque chose qui m'anime, en fait, par rapport à toutes les personnes qui ne connaissent pas trop les bienfaits du plein air, de la vie à l'extérieur. Au mois de janvier, en confinement, qu'est-ce qui va se produire? Donc, j'ose croire, et puis même j'espère participer un peu à peut-être encourager les gens à être dehors, puis à prendre soin d'eux autres dans un contexte où il y a plusieurs personnes qui naturellement en fait ont pas ce réflexe-là. Et sans nécessairement croire que tout le monde doit faire du outdoors, je pense que c'est quand même quelque chose qui est à considérer. Je parle de différentes choses à la fois. On est aussi au lendemain de l'insurrection du Capitole. Qu'est-ce qu'il y a à dire à ce sujet-là? C'est assez incroyable de voir que il y a des soulèvements violents sanctionnés par l'État. Pour moi, à un moment donné, j'ai eu une pensée en me disant, est-ce qu'il y a une équivalence entre les manifestations qui parfois connaissent des débordements au service quand on prend au service de l'égalité de toutes sortes, et qu'est-ce qu'on a vu hier? Puis pour moi, on est dans des univers totalement différents. On a vraiment un potentiel de guerre civile sanctionné par l'État, puis ça m'inquiète au plus haut point. Euh, si on veut savoir c'est quoi un exemple de la suprématie blanche, on a juste à regarder qu'est-ce qui s'est produit hier, puis pour ceux qui vont l'avoir vu et écouté dans les jours qui ont précédé, à mon avis, à mon avis, plusieurs personnes ont commenté en disant il suffit d'imaginer
juste une seconde, si ça avait été des personnes noires qui manifestaient comme ça, on est capable de confirmer que la notion de privilège blanc, elle existe. Puis ceux et celles qui étaient pas certains, savaient pas c'était quoi, critiquaient, challengeaient en fait le concept de privilège blanc, juste regarder quelques images de ce qu'on a vu hier, puis c'est assez pour s'en convaincre. On parle des États-Unis, mais moi, je dirais que il y a une question qui est proche du Québec pour nous aussi, parce que une des choses qui est à considérer, c'est à quel point la sphère numérique, qui n'est pas réglementée, a un impact dans les informations que les gens consomment. Puis je parle de généralité en ce moment, mais je pense que c'est important de le nommer. Si on ne réglemente pas les réseaux sociaux par l'État, et je sais que c'est quelque chose qui est complexe, on va avoir des dérives, puis ce ne sera pas juste aux États-Unis, il va en avoir d'autres. Les gens qui vont au Capitole en croyant vraiment que les élections ont été truquées, ben c'est parce que c'est le fruit de plein d'informations qui leur sont données puis qui leur reflètent en fait ça par l'État, mais également dans les bulles sur les réseaux sociaux. Et ça existe au Québec aussi. On n'est pas très loin de ça selon moi. On n'a pas un despote au pouvoir comme on en a un présentement aux États-Unis, mais on a des phénomènes qui sont similaires et il y a plusieurs groupes qui le nomment depuis plusieurs années. Si on veut éviter les dérives, il va falloir qu'on prenne nos responsabilités selon moi. Donc, c'est ça qui m'habite en ce moment. Et à travers tout ça, il y a quand même un certain enthousiasme qui m'habite aussi parce que en toute vraisemblance, la chambre, en fait, les deux chambres, si je me trompe pas, vont être contrôlées par le Parti démocrate aux États-Unis. Et ça, c'est le résultat des votes qui ont eu lieu en Géorgie après les élections, donc dans les derniers jours, les votes au Sénat. Et il faut comprendre le travail qui a été fait par les personnes issues des communautés noires pour augmenter le vote en faveur du vote démocrate. Et particulièrement le travail d'une femme noire qui s'appelle Stacey Abrams. Je parle de ça parce que on oublie souvent à quel point les femmes noires occupent des places importantes dans nos sociétés. Et c'est vrai dans les communautés afrodescendantes, mais c'est vrai en Occident aussi. À quel point elles tiennent nos familles, nos communautés, nos sociétés. Et Stacey Abrams, qui a travaillé très fort à organiser et influencer le vote, mérite d'être salué. Donc, dans une journée où plusieurs choses qui sont sombres, qui sont prononcées, je crois que de penser à comment une femme noire et les gens qui l'entourent ont un impact positif dans la société, pour moi, ça met un baume, en fait, au cœur. Et c'est drôle parce que ça fait quand même un lien avec l'invitée d'aujourd'hui, Nadé, de par certains traits identitaires, en fait, a des ressemblances avec Stacey Abrams, étant une femme noire elle-même. Et c'est un sujet qu'on va notamment aborder avec elle aujourd'hui. Mais au-delà de ça, plusieurs personnes qui regardent ou écoutent connaissent Nadé de par sa participation avec Passion Double. Et moi, je connais Nadé depuis, it goes way back, je connais Nadé depuis qu'elle était au cégep. On se connaît pas énormément, mais on a quand même certains liens communs. Donc, je suis content de prendre le temps de m'asseoir avec elle et de parler de la personne au-delà de ce qu'on a pu voir à travers une télé-réalité. On va en parler, bien sûr, je suis un gros fan d'OD, mais de savoir qui est Nadé, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qui se passe pour elle. Voilà, donc sans plus tarder, let's go! Content de t'avoir parmi de t'avoir chez nous pour le deuxième épisode de Sac Passé. Toi et moi, on se connaît un peu, ouais. Pas énormément, mais moi c'est ça que je trouve cool, c'est qu'on se connaît du fait que en fait mon frère en fait a été au même sujet que toi, le sujet Montmorency, ouais. Si je me trompe pas. Exact. Et c'est drôle, j'y ai pensé, je vais te le montrer. Après, je me suis dit, tu vas peut-être avoir laissé de nouvelles, mais ça, c'est lui comme papa de famille. Impossible! Amiral lui donne un petit shout-out, mais... Ouais. Mais, fait qu'il est rendu un père de famille, puis il s'habille en Buzz Lightyear avec son enfant, qui est mon neveu et filleul, Zayan. C'est incroyable. Fait que je suis vraiment en retard, moi, sur le programme, parce que tout le monde avec qui j'étais à l'école sont à au moins 1 ou 2 enfants.
Je pense que je suis probablement la seule qui traîne la patte un peu, mais You en know tout what? cas. It might happen. Ça, on ne sait pas. Ça t'est arrivé? Écoute, j'espère. Je veux dire, je pense que c'est le plus grand blessing d'avoir une famille, d'avoir des enfants. Par contre, pour moi, c'est un blessing, mais c'est aussi une très, très grande responsabilité. Puis c'est quelque chose que je prends super au sérieux. Puis je pense que tant que je sens pas que je suis outillée, équipée, ou en tout cas une version assez améliorée de moi-même pour pouvoir transmettre quelque chose de valuable à un enfant, j'aime mieux m'abstenir. My God, wow. Il me reste une couple d'années, là. C'est fou, hein? Je réalise en ce moment qu'on est parti, là, comme on parle d'avoir des enfants, tout. Puis je retiens ça parce que je vais probablement peut-être vouloir y revenir, mais je vais faire un petit pas en arrière aussi pour ne pas oublier de te mentionner qu'une chose par rapport au podcast, j'ai fait le choix de le faire chez moi. Peut-être naturellement une question d'intimité que je souhaite dans la conversation. Et il y avait au premier épisode une peinture de ma mère qui était derrière moi. Puis là, en parlant avec l'équipe, Élise, Enga, on s'est dit, ben pourquoi pas comme valoriser différents artistes. Et l'artiste que je souhaite valoriser aujourd'hui, mettre en valeur, c'est Erzuli. Je vais mettre le lien dans la description du podcast, mais c'est elle qui a fait cette peinture-là. Qui est Pas le temps de niaiser. Fait que je sais pas si tu connais la référence sur YouTube. Fait que c'était Tequila Anakin, Pas le temps de niaiser. Wow. Puis Erzuli, en fait, c'est une artiste afrodescendante qui de par son œuvre, disons, nous place devant un ensemble de phénomènes qui sont des phénomènes culturels. Il est présent d'une manière qui nous invite à nous questionner sur la culture, qui nous invite aussi à nous questionner sur les stéréotypes. Donc, dans ses œuvres, on retrouve Kevin, le fameux Kevin, on retrouve également Roi Enoch. On retrouve les femmes noires qui portent des Jordan, donc le symbole du Jordan, comment le brand Jordan, les chaussures sont des chaussures qui sont vendues, donc représentent le capitalisme. Donc, moi, quand j'ai vu cette œuvre-là, écoute, pour un ensemble de raisons, puis j'ai écouté la vidéo de l'entrevue, c'est absolument fabuleux. Donc, je voulais lui donner, en fait, le shout-out avant qu'on débute plus formellement. T'allais dire quelque chose? Ouais, on dirait que tu vas vouloir dire... Ouais, mais non, go, mais ouais. parce que je suis une très, très grande fan du pop culture. Je trouve qu'il y a tellement une beauté dans la simplicité, puis les références qui unissent, dans le fond, toute une génération. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu me dis, pas le temps de niaiser, tout le monde sait de quoi tu parles. C'est une des seules choses qu'on a tous en commun, c'est la culture pop. Fait que je trouve ça vraiment cool. As-tu une référence pop qui te vient, quand tu parles de celle, c'est sûr qu'on n'a pas le temps de niaiser devant nous, mais en as-tu une que tu fais, OK, celle-là, ça me fait rire, ça me parle? Ben, tu sais, ça me fait rire parce que juste ce que tu viens de dire avant qu'on commence à parler de ça, le nombre de gens qui me offrent des poppers ou qui me parlent de poppers, tu sais, on participe tous un peu à notre manière à la culture pop. C'est ça qui est drôle, c'est que c'est pas des artistes comme selected artists qui créent dans le fond la culture pop, c'est tout le monde. Fait ouais, tout à fait. My God, fait que c'est rendu ça avec les poppers. Ouais. Puis on est plus à OD, puis on fait encore de la pub on n'en sort plus tard. Je nommais qu'on se connaît. Ouais. Puis moi, quand je t'ai vu, je savais pas en fait que tu allais participer à OD. Puis ça a été donc une surprise quand j'ai découvert tous les candidates. Et j'étais vraiment agréablement surpris, en fait, de te voir, tu sais. Puis, depuis le moment où tu as participé à l'émission, j'attendais le moment qu'on prenne le temps de passer, de parler ensemble. Fait que nous y sommes. Ma première question, qui est une question que je pose à tous les invités, t'es la deuxième, tu sais. Ça a passé? Comment ça va? Ouais, fait que, qu'est-ce qui se passe avec toi? Oh my God, là, la version pas politiquement correcte, ben, je pense qu'on va faire un real talk, là. Je peux-tu dire? Ouais. Parce que t'as 2 comptes Instagram. Ouais. T'as un compte Instagram qui est Nadé officiel. Oui. Puis t'as Nadé Lyonnais, est-ce que je le prononce bien? Ouais, parfaitement. T'as Nadé Lyonnais, puis tu mentionnes explicitement que c'est la version non politiquement correcte. Ouais. Et honnêtement, je me suis posé la question, je me dis, non,
pourquoi tu as deux versions de toi, tu sais? Ouais. Fait que tu le ramènes aujourd'hui, je pensais pas en parler, mais moi, je m'attends à la version non politiquement correcte, tu sais, je m'attends à I want the real talk, so... Mais c'est drôle que t'en parles parce que j'avais une réflexion là-dessus en m'en venant, en fait, ben ce matin. Tu sais, ça se peut qu'on s'éloigne un peu, là, mais en tout cas, non, ben go, vas-y, ouais. Je trouve ça intéressant de voir à quel point on est sur une pente glissante, je trouve, en ce moment, en ce qui a trait à ce qui est considéré acceptable de dire les choses desquelles on peut rire, l'opinion, dans le fond, des gens. Puis je trouve que à vouloir être politiquement correct puis à vouloir ne pas froisser qui que ce soit, on s'engage dans une tangente où tout le contenu qu'on consomme est super beige, puis on n'a pas l'occasion de discuter ou de... C'est comme si on reste pris avec notre opinion, puis on n'a pas l'occasion de le partager avec les autres parce que, mon Dieu, s'il fallait qu'on dise quelque chose qui n'était pas correct, on se ferait ramasser. Fait que, tu sais, on dirait que tout le monde a comme pas le choix de prétendre avoir les opinions les plus comme dans le milieu puis standardisées. Puis je trouve ça un peu triste, en fait, parce que je regarde, des fois, tu sais, je scroll un peu sur mon Instagram, puis tu sais, tout ce que je vois, c'est du politiquement correct, c'est des choses sur lesquelles personne peut s'opposer. Puis... Mais je suis curieux parce que tu fais le choix quand même... Tu fais le choix quand même d'avoir deux comptes et explicitement, tu fais le choix de faire un compte politiquement correct. Donc, tu exposes la contradiction. Puis je me demande, en t'entendant, si en faisant ça, tu n'es pas en train de participer à la même chose, mais en même temps, à some point, it defeats the purpose parce que tu as un compte que les gens peuvent aussi voir où ils voient qu'est-ce que tu veux dire pour vrai. Puis, by the way, moi, je l'ai vu dans une publication que tu mets sur un compte, tu dis pas la même chose par rapport à l'autre compte. Donc, je suis un peu confus. Faut que tu m'aides à réconcilier ça. Ouais, en fait, c'était pas du tout prémédité. En fait, la façon dont ça s'est passé, c'est que moi, j'avais un compte Instagram que j'utilise à tous les jours, comme tout le monde. Puis, quand on m'a proposé au dé, on m'a expliqué que ce qui faisait partie de l'émission, c'était de remettre son compte Instagram à la production et qu'eux avaient, dans le fond, le contrôle sur le compte pendant toute la durée de l'émission. Donc, ils postent ce qu'ils croient pertinent, avec les captions qu'ils croient pertinents et tout ça. Puis moi, j'avais un gros malaise avec ça. Je trouvais ça étrange de, comme, prêter ma voix à... Tu sais, je trouvais ça juste... Ça faisait pas de sens pour moi. Donc, j'ai négocié de pouvoir garder mon compte Instagram intact et que eux en créent un autre qui était simplement pour l'émission. Donc là, en sortant de l'émission, je savais pas ce que je ferais avec l'autre plateforme. Est-ce que je la garderais? Est-ce que je la fermerais? Est-ce que je l'utiliserais pour autre chose? Fait que là, je suis comme à ce moment en train de tester les eaux, voir ce qui va se passer avec ce compte-là, qui est quand même suivi par des gens qui apprécient l'émission puis qui apprécient ce qu'ils ont vu à l'émission. Moi, je suis quand même une personne qui a un spectre de plein d'opinions puis qui n'ont pas nécessairement été démontrées à l'émission. Fait que je suis pas nécessairement certaine que tous ces gens-là sont prêts à la version pas politiquement correcte. Donc, c'est comme un peu un disclaimer. Si ça te dérange pas de peut-être être fâché ou de peut-être être brusqué, ben, tu peux me follow. Puis sinon, ben, c'est correct, il y a la version politiquement correcte qui est juste là. Wow! Je me demande où je vais à partir de là. Parce que moi, ce que j'interprète dans ce que tu dis, c'est que si je... Mettons qu'on pose la question sac passé, puis c'est là que tu t'en allais, je pense, c'est qu'il y a deux versions différentes qui répondraient deux choses différentes, ou peut-être d'autres, à la même question. Je pense que je répondrais pas nécessairement deux choses différentes à la même question, mais je pense que peut-être que je l'exprimerais de manière différente ou qu'en tout cas, je me permettrais de le pousser plus loin sur une des deux plateformes. OK, cool. Est-ce qu'on peut essayer de jouer un peu avec ça? Absolument.
est-ce que si tu réponds 2 fois à la même question, juste pour cette question, Oui. si sac passé, 100%. commence avec la version que tu veux. OK. Sac passé nadé.od_officiel. Ça va. Les temps sont difficiles pour tout le monde. Je pense qu'on vit dans une période qui est unprecedented, puis c'est difficile c'est difficile d'avoir un comparatif pour savoir si on va vraiment bien en ce moment. Mais je pense qu'il faut penser au positif puis se dire qu'éventuellement, la pente n'a pas le choix de remonter. OK. Ouais. OK, cool. Sac passé, Nadé Lyonnais, c'est fucked up! OK. Now we're talking! Qu'est-ce que yo, what's up, Nadé, man? C'est ça. Je t'écoute! Yo, c'est ça, c'est fucked up. Pour vrai, c'est... tu sais, moi, je viens de re-rentrer dans ma vie, ça fait pas si longtemps. Il y a eu les fêtes. J'ai parlé avec ma famille, j'ai parlé avec mes amis, j'ai parlé avec mon chum. Les gens sont quand même assez déprimés. Je pense que c'est assez difficile. Puis tout le monde est tellement fucked up que personne réussit nécessairement à remonter le moral de personne. Fait que je pense qu'en ce moment, on touche le fond un petit peu en tant que société. J'espère qu'on va bounce back, mais j'espère qu'on va bounce back vite parce que moi, je vois des gens left and right, là, la santé mentale de beaucoup de gens. Il faut que tu sois fait fort en ce moment, je pense. On s'est parlé un peu avant, quand je viens d'entendre ce que tu dis, on s'est parlé un peu avant la participation, avant même que je t'invite à participer à l'émission, tu sais, puis on s'est parlé de différentes choses par rapport à ta sortie d'OD, etc. Ouais. Puis ce qui me frappe par rapport à cette dichotomie-là, c'est que je réalise que moi, j'ai le goût d'entendre la Nadé numéro 2, la deuxième version, tu sais, puis de dire, oh, comme the hell with the first one. Et moi, j'ai l'impression que les gens sont prêts, mais je vais juste l'offrir, en fait, pas pour en faire un débat, mais j'ai l'impression que les gens sont prêts pour ça parce que on est, puis ça, j'espère qu'on va en parler un peu plus aujourd'hui, mais on est dans une ère où la fameuse question de la représentation, la fameuse question de la diversité, ça nécessite d'une profondeur qui fait en sorte que les gens qui sont des gens qui ne sont pas, par exemple, des personnes blanches, hommes, and so on and so forth, mais puissent s'exprimer comme elles le souhaitent. Fait que ça me marque, en fait, que même quand... C'est ça qui me frappe, c'est que même quand on te place dans un contexte où on te voit, tu fais le choix de édulcorer une version. Fait que finalement, c'est une diversité édulcorée. C'est fascinant, en fait. Ben, en fait... Moi, je suis comme, I want the real one, tu sais. C'est ça que je trouve incroyable. Je t'explique comment je le vois, OK? Je vais te faire une référence qui me parle à moi, puis j'espère que ça va te parler à toi aussi. Il y a un message que... il y a un message que Gunna peut transmettre dans une chanson qui va être beaucoup plus entendu que si c'est Mos Def qui le dit. Au sens où des fois, ça vaut la peine de se filtrer un petit peu pour que ce qui passe à travers le filtre soit reçu par un plus grand nombre de personnes. Puis je pense que je suis un peu dans cette situation-là en ce moment parce que personne aime se faire preacher, tu sais. Je pense que personne n'a envie de se faire, tu sais, remplir de messages, puis de convictions, puis de... C'est tellement difficile en ce moment qu'on a besoin de positif, on a besoin de se faire flatter dans le sens du poil un petit peu. C'est pas toujours la manière la plus rapide puis la plus impactful, mais je pense que sur le long terme, on arrive à des meilleurs résultats quand on est capable d'y aller tranquillement puis de read the room. Ouais, ben c'est drôle, hein, parce que c'est comme si, encore... Et ça, oh my God,
merci de ton commentaire, parce que ça me fait réfléchir à un autre élément. C'est comme si, dans l'échange qu'on a en ce moment, tu avais présumé que la version que moi j'aime, qui est authentique, mais pas par rapport à toi, mais la version en général de la vie, c'est une version qui va nécessairement déranger et c'est une version qu'il faut taire. Et c'est peut-être vrai probablement, et je pose la question, pour une femme noire, par exemple, de dire juste le fait juste mon être est une version qui est dérangeante. Parce que j'ai rien dit qui veut le dire qu'il fallait qu'on aille dans les rues pour déranger les gens. Mais quand je t'entends, je fais comme la version non politiquement correcte, c'est une version qui automatiquement dérange. Mais j'avais pas ça en tête, moi, quand je te posais la question, tu sais. Ben, tu sais, si on reprend là l'exemple qu'on vient de faire à la blague, mais tu sais, si je dis c'est fucked up, ben, tu sais, déjà, là, tu sais, on vient de brusquer des gens, tu sais, là, moi, je viens de me ramasser 50 messages en DM de, tu sais, là, les jeunes t'écoutent, faut que tu fasses attention à ton langage et tout ça. Fait que, oui, c'est intéressant, il y a des gens qui sont capables de le prendre, puis il y a des gens que ça soulage d'entendre du real talk, mais ça revient un peu à ce qu'on se disait tantôt, j'ai l'impression qu'en ce moment, les faux pas font tellement peur qu'on est rendu habitué à une version très, très, très diluée puis très beige de toutes les opinions. Rien qui brusque, rien qui fâche et tout. Fait que je pense qu'en prenant ce chemin-là puis en y allant à petits pas, on est peut-être plus à même d'infuser un petit peu de realness tranquillement, pas vite. Je te suis. Je garde ça parce que je pense que je vais continuer à processer ça pendant la conversation, puis je vais peut-être y revenir parce que ça me fascine. Mais je veux quand même aborder, tu sais, pour revenir aussi, pour que les gens apprennent à te connaître un petit peu. On a parlé d'OD un peu, puis bon, c'est sûr que ça a été très présent dans ta vie professionnelle des derniers mois. Mais, tu sais, t'as eu des contrats de mannequin un peu, t'as eu une carrière d'auteur, compositeur, interprète et qui est peut-être encore présente. Je sais pas si c'est officiellement terminé. Et donc, à part le fait que moi, je te connaissais tu sais, bon, les liens avec mon frère, c'est ce que je voyais, tu sais, j'ai vu tes collaborations, des différents travaux d'artistes que tu as pu faire. Je me demande, en date d'aujourd'hui, c'est quoi le bagage que tu as tiré, en fait, de ces expériences-là? Je pense que je me connais super bien. Je pense que j'ai fait le choix dans ma vie de me laisser le droit de faire plein de choses. Puis j'ai accepté que ça rentre pas nécessairement dans une case qui est facilement explicable, que des fois ça met les gens mal à l'aise. Puis ça m'a pris beaucoup de temps à faire la paix avec ça parce que c'est rassurant d'avoir une réponse claire quand on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu sais. C'est une des premières questions qu'on pose aux gens. T'as quel âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis moi, j'ai accepté il y a quelques années qu'il n'y aurait jamais une réponse claire à ça. Puis que au jour le jour, quand il y a des choses qui me sont proposées, j'essaie de me demander vraiment honnêtement si ça me tente, si c'est une bonne décision, si je vais apprendre quelque chose, puis j'y vais avec ça. Fait que t'es une touche à tout, un peu. Ben, je suis une touche à tout, pas à tout, mais j'aime ça essayer des nouvelles choses. J'aime vraiment ça essayer des nouvelles choses, j'aime ça apprendre des nouvelles choses, puis oui, j'ai fait de la musique, je pense que je vais toujours en faire parce que c'est un exutoire qui est super important pour moi. Fait que ce soit une carrière ou pas, je vais toujours écrire des chansons pour moi ou pour d'autres. Puis après ça, le reste, ben ça fluctue. Puis est-ce que le carré de sable qui définit ce à quoi tu touches, parce que tu n'as dit pas tout, est-ce que c'est ton expression dans l'espace public? C'est quoi qui définit ce à quoi tu dis oui, ce à quoi tu dis non? Parce que bon, le mannequinat, participer à une télé-réalité, chanter, ça tombe dans une même sphère, en fait, qui est une sphère, je dirais peut-être, du divertissement, de la culture, on en parlait un peu, donc je me questionne sur, ben, c'est quoi qui ton... What's your path?
C'est ça, c'est quoi ton journey finalement, tu sais? Mais c'est super intéressant que tu dis ça parce que c'est quelque chose qui m'a fait vraiment peur pendant longtemps. J'avais beaucoup de jugements envers, tu sais, l'artiste qui est danseur, comédien, chanteur, télé-réalité. J'avais comme un jugement que ça manquait un peu de profondeur, puis qu'un vrai artiste, c'est quelqu'un qui est passionné, qui fait une chose, qui est un puriste, tu sais. Puis j'aurais tellement voulu être ça, puis je me disais, tu sais, c'est dommage dommage qu'il y ait autre chose qui m'intéresse. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui est moins, tu sais, authentique, puis qui est moins passionné par une seule chose? Puis comme je te dis, c'est ça, il y a quelques années, je me suis juste comme donné le droit d'avoir envie de faire différentes choses. Puis je trouve ça triste, dans le fond. Je trouve ça triste parce que plusieurs personnes, et moi inclus, se forcent à ne faire qu'une seule chose dans une vie par souci d'intégrité. Tu sais, je pense que les deux vont pas nécessairement ensemble. Ça me fait penser à une citation de l'autrice Toni Morrison, qui est une autrice culte dans les communautés noires, puis qui a écrit quelque chose. Je pense que la citation disait, c'est très général, mais c'est profond en même temps, c'est que t'es pas ce que tu fais, en fait, tout simplement, t'es ce que tu es. Je bâtardise peut-être un peu la citation, mais c'est ce que j'entends dans ce que tu nommes, c'est be who you are, puis touche à différentes choses. Moi, c'est comme ça que je reçois ton... Exactement. Ouais. Ben, je pense qu'un bon exemple de ça, c'est que moi, en tout cas, mes artistes préférés, souvent, je les apprécie pour la personne plus que pour le craft. Tu sais, moi, demain, si Frank Ocean se met à peindre, j'achète une toile. Ben, si j'avais l'argent, j'achèterais une toile. Tu sais, c'est pas... Je trouve que c'est une personne qui est plus grande que juste sa musique. Fait que... Puis j'ai pas la prétention d'être ça, mais je pense que ça rejoint un peu le fait que si t'apprécies une personne, t'apprécies ce qu'elle fait, peu importe la forme. Ben, j'apprécie l'humilité, t'es pas Frank Ocean, mais en même temps, je vois un pattern similaire dans le sens que je vois dans ce que tu nommes que t'es une marque, tu sais, t'es déjà moi, non, à mes yeux, c'est que t'es un brand, donc finalement, le brand, c'est ce que ça fait, les gens peuvent circuler autour et on croit en quelque chose, on adhère, tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent dire qu'ils sont connus par leur prénom seulement, là. Comme toi, il y a ça dans ce que tu sembles dégager, c'est-à-dire que il y a une forme de marque, en fait, qui... C'est sûr que j'ai un prénom bizarre aussi, là, fait que ça si je m'appelais Marie, ça serait peut-être plus difficile. It helps. Well, true that, mais ça fait partie, encore une fois, de, je crois, qu'est-ce qu'on a besoin dans notre univers, culturel. Tu as collaboré avec des artistes comme Wyclef, Booba. J'ai entendu une chanson avec Little John aussi. Est-ce que c'est un... OK, Little John aussi. Comment est-ce que tu expliques que relativement peu de personnes te connaissaient au Québec, en fait, te connaissaient avant Occupation Double, alors que tu avais tous ces collabos-là avec des gens qui sont des personnes qui sont très connues en France. Puis comment est-ce que tu te fais un sens autour de ça? Il y a plusieurs choses. La notion de succès puis de notoriété, je pense que... Tu sais, je dis souvent ça, là, je sais pas si c'est comprenable la façon que je l'explique, mais le succès, c'est pas contagieux. Tu sais, dans le sens que le fait que moi, je collabore avec quelqu'un qui a du succès, qui est un artiste respecté, ça fait pas de moi automatiquement une artiste respectée ou populaire. Tu sais, c'est leur succès leur appartient, ils ont travaillé fort pour ce qu'ils ont fait. Puis moi, le fait que j'arrive, une petite newcomer, je fais une chanson avec quelqu'un, j'ai pas un de mes stripes, j'ai pas des... Ben à ce moment-là, en tout cas, j'ai pas des années en arrière de la cravate à avoir travaillé puis à avoir développé mon craft. Fait que c'est... Je pense que, en fait, parfois ça arrive, mais je trouve ça un peu absurde, tu sais, que quelqu'un devienne tout à coup super connu puis respecté pour s'être associé à quelqu'un qui l'était. Je comprends. Parce que c'est comme une forme de responsabilité. J'entends une forme de responsabilisation par rapport à ton propre succès, puis pas de tag-along sur, justement,
les artistes que j'ai nommés pour Ouais. te dire, ah, ben moi, I made it too, Ouais. dans une certaine sphère, ouais. Mais c'est parce que j'ai eu la chance de collaborer avec des gens pour qui j'avais énormément de respect. Puis pour vrai, ça a été la meilleure école pour moi. Je suis extrêmement thankful de ça. D'être en studio avec quelqu'un comme Wyclef, par exemple, tu t'apprends, mais à la vitesse de l'éclair. Après, le premier concert que j'ai fait de ma vie, c'était au Stade de France devant 80 000 personnes avec Booba. Avec Booba. Fait que, tu sais, ça fait absolument aucun sens. Mm-hmm. Tu sais, il a fallu éventuellement, parce que j'aime réellement la musique puis que j'ai beaucoup de respect pour le art form, il a fallu que, éventuellement, dans mon processus, je revienne en arrière puis que je me tape des shows complètement vides avec 3 personnes dans le crowd. Tu sais, c'est important, ce processus-là, parce que sinon, je veux dire, tu as le syndrome de l'imposteur toute ta vie. En fait, c'est le mot que j'avais. Je me dis, ma prochaine question, ça allait être, est-ce que à ces moments-là, tu avais un sentiment d'imposteur, de dire, ben non, les souliers sont vraiment gros, qu'est-ce que je fais là, tu sais? Ben oui, absolument. Puis c'était pour ça que c'était important pour moi de revenir. Puis je te dirais que maintenant, je l'ai plus, ce syndrome-là, parce que j'ai passé à travers certaines étapes qui, je pense, maintenant matchent à peu près, tu sais, mon niveau d'expérience. Fait que, tu sais, si je suis en studio, je suis confortable à, tu sais, exprimer de manière professionnelle ce que je veux, ce qui fonctionne pas, tout ça. Si je suis en show, tu sais, j'ai mes techniques puis tout ça. Fait que là, maintenant, ça va, je suis plus solide. Et en même temps aussi, comme tu le nommes, c'est que tu sembles aussi depuis avoir touché à différentes choses qui font en sorte que tu as une forme de variété de choses auxquelles tu touches. C'est pas uniquement, en fait, la chanson. En tout cas, c'est ce que je comprends de... Ouais, exact. T'as grandi en Abitibi. Mm-hmm. Et d'ailleurs, à quel âge t'es arrivé à Montréal? 15 ans, je pense. 15 ans, OK. Et puis secondaire 4. Secondaire 4. Ouais. Donc, t'as fini ton secondaire à Montréal? Oui. C'était eventful. OK, cool. What happened there? C'est ce que je me suis comme remis dans le moment quand tu m'as posé cette question-là, puis j'ai eu comme... c'était très, très visuel. J'ai fini En fait, quand je suis déménagée à Montréal, j'ai atterri dans Saint-Michel-ish, je te dirais. Mettons entre P9 et Saint-Michel. OK. Puis j'ai choisi l'école secondaire à laquelle j'allais aller en raison du programme de basket. Fait que je suis allée à Georges Vanier. Georges Vanier, t'es allée à Georges Vanier. Donc, on est à côté, là. Ouais, on est à côté, c'est okay, mon cool. hood, là. Ouais, c'est ton hood, c'est ça. Je suis good, là. Ouais. Je suis allée à Georges Vanier. J'ai fait mon secondaire 4 et mon secondaire... presque tout mon secondaire 5 là-bas. Et j'étais une personne qui était très, très impliquée à l'école. J'avais, tu sais, un caractère assez social, puis tout ça. Puis c'est quand même difficile de venir d'une région éloignée, d'arriver à Montréal avec aucun ami. Je parlais tellement joual que les gens avaient de la difficulté même à me comprendre. Puis, tu sais, se refaire un réseau d'amis et tout ça. Puis, tu sais, je suis devenue capitaine de l'équipe de basket. J'étais sur le comité du bal de finissant, le comité de l'album. Tu sais, j'étais comme... ça se passait. Puis, dans le fond, on m'a mis dehors de l'école de Georges Vanier 3 mois avant ma graduation. Fait que finalement, j'ai transféré à Lucien Pagé, qui était l'ennemi juré de basket de Georges Vanier. Ouais. Puis j'ai fini mon secondaire 5 là-bas. Tu vois, ça, c'est la version nadée officielle, parce que tu nous as pas expliqué pourquoi on t'a mis dehors de Georges Vanier. C'était fucked up, ça! Oh, je veux savoir pourquoi on t'a mis dehors. Version abrégée. Version abrégée, 2 choses. J'ai une personnalité assez explosive. J'ai le courage de mes convictions. Quand quelque chose me dérange, je suis prête à assumer les conséquences pour le dire haut et fort. Et il y a un certain moment dans la vie d'une personne, je pense, où c'est moins accepté. Je pense qu'en tant qu'adulte, souvent, on a un peu plus la liberté de le faire.
Puis on a aussi la maturité de savoir quand le faire et quand pas le faire. Puis quand j'étais plus jeune, j'avais de la difficulté à avoir cette distinction-là. Et j'ai... C'est ça. Mais tu sais quoi, Nadine? Moi, voici une chose que je pense. Ouais. Puis, dis-moi si jamais ce que je dis, c'est n'importe quoi, ou en fait, je vais pas te forcer je vais pas te forcer à dire des choses que tu veux pas nommer. Mais quand je t'entends, avec ce que tu viens de nommer là, moi, je me dis qu'il y a des jeunes filles qui ont vécu des expériences qui sont peut-être celles que tu as déjà vécues, puis tu as visiblement navigué à travers ces expériences-là, et d'entendre avec le plus de détails possible l'histoire que tu as vécue peut permettre de libérer des possibilités pour ces jeunes-là. Moi, that's what I care about. Ouais. Donc, quand je t'entends, je fais comme... Il y a une boule l'histoire que je fais... Ben... Je suis curieux de l'entendre parce que il n'y a pas personne au Québec, à mon avis, qui va te pénaliser pour ce que tu as vécu years ago, tu sais. Non, c'est pour ça que j'en suis, je fais comme... Qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? Parce qu'il y a au quotidien des jeunes filles, des jeunes garçons qui vivent des choses difficiles qui méritent d'être racontées. Fait que je fais comme, je veux l'entendre, l'histoire. Allez, donne-moi l'histoire. Donne-nous l'histoire. Donne-nous la version non politiquement correcte, mais je respecte si jamais on va pas là. Non, pour vrai, moi, j'ai aucun malaise avec l'histoire. C'est juste que j'ai eu des... il y a des underlying issues, au sens où cette année, c'est la première année où j'ai eu des prises de conscience qui m'ont un petit peu jeté à terre. Puis je suis en train de reprocesser un petit peu mes expériences de vie antérieures avec une différente lunette. Puis je suis dans le processus de me poser des questions. Fait que, puis pour moi, une des choses les plus importantes dans la vie, c'est de prendre la responsabilité pour ses erreurs. Fait que c'est comme si je vacille entre... ces réalisations-là, puis savoir si je me trouve des excuses ou s'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Je t'explique. Quand j'étais en Abitibi, quand j'étais à Rouyn, j'étais première de classe. Toute ma vie, j'ai eu habituellement toujours les meilleures notes de mes classes, mais j'étais toujours brandée comme étant une enfant à problème, comme on explique. Une enfant avec des problèmes de comportement, avec un problème avec l'autorité. Puis ce qui se passe dans le système de l'éducation, souvent, c'est qu'une fois que tu es brandée comme ça, tu passes à la prochaine année, puis ton CV te suit. Fait que le prochain enseignant qui te reçoit dans sa classe... Il te connaît pas, il connaît le dossier. Exactement. Ouais. Te voit arriver puis se dit, elle viendra pas mettre la marde dans ma classe. Donc, tout de suite, il y a comme une confrontation. Puis en tant qu'enfant, tu peux pas rationaliser ça tout de suite. Fait que tu te demandes, mais comment ça se fait que je suis traitée aussi... Comment ça que mon prof m'aime pas? Puis est-ce que je peux savoir aussi, je veux savoir aussi dans cette histoire-là que tu dévoiles, moi, je me raconte l'histoire, tu sais, j'ai voyagé partout au Québec et en même temps, j'ai grandi à Montréal. J'ai pas vécu l'expérience d'habiter en Abitibi. Ouais. So, quand tu racontes ça, je me demande, est-ce que ça inclut aussi le fait que, plus probablement que le contraire, tu étais différente dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de personnes noires, tu sais, fait que j'imagine, je sais pas si tu allais aller là aussi, mais ok, cool. Ouais, fait que je t'arrête, je suis tout mais non, mais c'est important de le dire, tu sais, sur 40 000 habitants environ à ce moment-là, à Rouen, je sais plus c'est combien maintenant, mais je vais prendre une chance et dire qu'il y avait peut-être un autre noir dans l'école, juste parce que je suis pas certaine, puis je voudrais pas dire qu'il y en avait pas, mais en tout cas, j'ai pas de recollection. Il y en avait assez peu pour que tu te demandes que il y avait l'autre, lui, là. Ouais, on peut s'imaginer. Je pense qu'il y avait Pierre-Luc Mukendi Kassongo. On le salue à la maison. Je me souviens de lui. Voilà. Lui, c'est un gars comme ma boy. Voilà. Donc, ce qui fait que, bon, en première année, peu importe. Ensuite, en deuxième année, bon, là, ça me suit. En deuxième année, t'as quoi, je sais pas, 7 ans, 8 ans.
le sentiment que j'ai à ce moment-là, c'est « Ah, tu sais, mon prof m'aime pas, qu'est-ce qui se passe? » Et puis, je me souviens vraiment clairement de plusieurs situations où, dans un groupe, bon, il y a des gens qui parlent et tout ça, puis que dans ce groupe-là, on me pointe moi du doigt. Puis on me dit « Nadé, là, il faut que tu arrêtes de déranger. » Puis à ce moment-là, je me rappelle d'une frustration comme constante à l'école, de me sentir tout le temps comme si le doigt est pointé sur moi, puis comme si je suis toujours en confrontation. Puis tu sais, je me souviens du sentiment d'aller à l'école à tous les jours, d'aimer l'école, de vraiment aimer apprendre depuis le premier jour, mais de à chaque matin me dire, est-ce qu'aujourd'hui, ça va être le jour où quelque chose va m'être dit que je vais trouver tellement pas acceptable que je vais péter une coche, puis qu'on va appeler ma mère, puis je vais me faire chicaner. Tu étais consciente de ça à ce moment-là? À ce moment-là. J'étais toujours on edge à savoir, est-ce que c'est aujourd'hui que je vais exploser, tu sais? Puis ça m'a suivi, dans le fond, toute ma vie. Éventuellement, j'ai été renvoyée de l'école à Rouen, et là-bas, il y a une seule école secondaire. Donc, il a fallu que ma mère m'envoie en Outaouais pour continuer mon éducation. À quelle école? Saint-Alexandre? À l'école Mont-Bleu. OK. Cool. Ouais, à l'école Mont-Bleu. Et en fait, là, en fait, je m'éternise peut-être un peu, mais je trouve ça quand même important parce que je suis arrivée à l'école et 2 jours après mon arrivée, on n'avait pas beaucoup de sous quand j'étais jeune, puis je me souviens que, tu sais, pour m'encourager, dans le fond, ma mère m'avait acheté un nouveau top, là, avec, on voyait l'épaule, puis elle me disait, tu sais, tu vas être cute, tu vas te faire des amis, inquiète-toi pas. Puis le directeur était passé dans le corridor, jour 2 à Mont-Bleu, et m'avait pris par le bras et m'avait dit tu peux pas mettre ça, ou en tout cas quelque chose, ton chandail n'est pas accepté. Puis à ce moment-là, j'avais tassé mon bras comme ça, et on m'avait renvoyé de l'école jour 2 pour avoir poussé le directeur. Donc, tu sais, c'est comme un enchaînement d'événements comme ça, et je prends complètement la responsabilité du fait que j'étais probablement une enfant qui était plus on edge que la plupart, mais looking back cette année avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas eu le choix de me demander si j'avais volontairement écarté l'élément de la différence raciale en voulant prendre tout le blâme, puis en me disant « Écoute, c'est ta personnalité à toi qui était problématique », parce que je pense que ça m'aurait fait trop mal, ou ça m'aurait beaucoup trop inquiété sur la société de me dire qu'il y avait peut-être un certain pourcentage qui était attribuable au fait que j'étais différente, puis que ça a peut-être seté, en tout cas, le début de cette roue-là. Mais alors que, d'ailleurs, ce que tu dis fait le lien avec un texte que tu as écrit dans Urbaniac où tu nommes ça. Ouais. Tu avais fait le choix t'as décidé, il y a quelques années, de ne pas, si je me souviens bien, c'est que tu as décidé de ne pas parler de racisme pour prendre pleinement responsabilité par rapport à ta vie personnelle et de ne pas être en crise tout le temps, de voir que la société est faite du « Ah, moi, j'entends ça dans ce que tu nommes. » En même temps, mon interprétation, c'est que c'est une énorme violence. D'ailleurs, un des problèmes de nos sociétés occidentales par rapport à la question du racisme, c'est que on fait croire aux enfants que le système est fait pour eux. Mm-hmm. Et donc, ça crée une pression énorme pour les enfants de survivre puis de make it, alors que la violence, elle est vraiment présente. Donc, quand je t'entends, je fais... j'éprouve une certaine forme de tristesse, en fait, par rapport à ce que tu nommes, parce que finalement, il y a où l'équilibre entre prendre responsabilité individuellement, comme humain, et comprendre qu'on fait partie d'un système qui a des règles, puis qui n'est pas nécessairement adapté. Michelle Obama a parlé de ça quand elle était venue à Montréal. Elle dit, le système, c'est pas de dire que les gens sont méchants, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est drôle parce que Impost était ici la dernière fois, puis Impost, on a parlé très brièvement, sans expliciter,
Mais Impost, même chose, tu sais, il s'est fait mettre dehors après son secondaire 2, puis on a ri de ça. Mais le phénomène, c'est ce que tu nommes, tu sais. Fait que merci de l'aborder. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir... comment expliquer? Que la façon dont j'apprends soit en ligne avec le système d'éducation ici au Québec. Il y a plein de gens qui sont extrêmement intelligents, mais qui apprennent pas de la façon qu'on nous enseigne. Mais t'as une intelligence scolaire qui exact. Ouais. Moi, j'ai vraiment eu cette chance-là, puis ça m'a sauvée, en fait. Tu sais, c'est ce qui fait que j'ai pu aller à l'université malgré, tu sais, tous ces up and down. Mais, tu sais, c'est ça. Cette année, j'ai pas eu le choix de m'informer sur le Angry Black Woman, tu sais. Toute ma vie, je m'étais dit, c'est pas de mes affaires, ça. Moi, tu sais, si je suis fâchée, puis je suis une fille, puis ça la donne que je suis noire, mais ça n'a pas rapport. Puis, pour la première fois cette année, j'ai dit, bon, là, OK, on dégaine, tu sais, puis il y a plein de flags, puis justement, l'école, c'est une des choses que je réévalue maintenant en me disant, mais tu sais, j'ai pas de problème en tant que personne, je suis pas une personne avec une personnalité problématique. Comment ça se fait que ce brand-là m'a été attitré, puis que en me défendant de ça, tu sais, toute ma vie scolaire, ça a juste renforcé le stéréotype qui m'avait été collé. Puis c'est ça. C'est des réalisations qui sont... je suis pas encore prête à dire que c'est exactement ça, mais j'ai pas le choix de me poser les questions. T'es pas encore prête à dire exactement... Que, en fait, que je suis pas encore prête à mettre la faute sur la discrimination, mais pour la première fois de ma vie, je me pose les questions puis je réévalue mon parcours en le prenant en considération. Par rapport à ça, moi, un des concepts qui m'aide quand je réfléchis à ces choses-là, c'est de dire que c'est pas une question de oui mais, c'est une question de oui et. Et les deux vérités peuvent être présentes en même temps. Tu peux avoir été, une personne peut avoir été, puis c'est ça l'équilibre entre la responsabilité individuelle et le choix collectif, c'est qu'une personne peut avoir eu des traits personnels qui méritent d'être sanctionnés par moment ou des comportements. Et en même temps, il y a un système qui va pénaliser un peu plus. Donc, c'est ça qui me vient à l'esprit. Ouais. Moi, ce qui m'aide dans ma vie à dénouer ces choses-là, c'est de dire, ben oui, je suis responsable de ma destinée. Et en même temps, il y a un système. Et les deux sont toujours présents. C'est comme si je nage puis il y a de l'eau, je peux pas m'évacuer du fait que je suis dans l'eau en train de nager. Donc, s'il y a des vagues, oui, je vais ramer plus fort. Ouais. Mais je suis dans l'eau, tu sais. Dans le sens que l'un invalide pas l'autre, ça se peut que les deux aient cohabité dans la même situation. Ben, c'est que racism is everywhere. Tu sais, c'est comme le système est designé comme ça, fait que je trouve personnellement que ça fait violence de pas honorer ça, mais ça veut pas dire que les gens sont méchants, tu sais, ça veut pas dire que les gens... D'ailleurs, je tiens à le mentionner, puis je sais pas si tu connais un peu, moi, par rapport à l'Abitibi, par le basketball, j'allais souvent en Abitibi, à Amos. Et... Amos, ouais. Ils sont tellement forts! Ils sont fatigants! C'est curieux que la Polyvalente de la Forêt à Amos, c'est un programme super fort en basketball, tu sais. C'est variable, mais moi, à l'époque où je jouais, ils étaient écœurants. Ouais. Mais tu vois, j'allais à Amos en passant par Mont-Laurier. Le maire de Mont-Laurier, c'était monsieur Michel Adrien. Quelqu'un qui était un exilé de la dictature sous Duvalier, donc un homme haïtien, donc qui est arrivé ici, je sais pas, je pense dans les années 60 ou 70, et le maire d'Amos, c'était Ulrich Chérubin, qui était un homme haïtien également. Incroyable. Donc, quand on parle, puis je le nomme parce que c'est pas de dire « Hey, c'est la faute des autres », mais moi, ma manière de le voir, c'est ce qu'on dit là n'empêche pas qu'un maire, qui a les deux, en fait, qui arrive à être maire, en fait, dans des endroits où on n'aurait jamais pensé, en fait, qu'il soit aimé de la communauté, tu sais. Ça me parle de comment on peut nommer les difficultés, on peut nommer la beauté des choses. Il peut y avoir dans une communauté comme en Abitibi autant un maire qui est apprécié qu'une jeune fille noire qui n'est pas vue pleinement dans sa plus pleine expression. Tu sais, les deux coexistent. C'est vrai. Ça me fait penser à un concept que je trouve, c'est drôle parce qu'on en parlait, mais que je trouve que Booba avait super bien exprimé. Dans une de ses chansons, il dit « Aucune cité n'a de barreaux ». Puis j'ai toujours trouvé ça très vrai
est très dangereux en même temps parce que ça laisse sous-entendre que t'es complètement maître de ta destinée puis que t'es pas obligé de rester pris dans le hood, tu sais. Tu peux t'en sortir puis tu peux devenir Barack Obama. Puis je pense que c'est vrai, mais en même temps, c'est dangereux de penser que c'est vrai et facile pour tout le monde. Et ça l'est, exact, ça ne l'est pas. Donc, puis je vais vous... ça l'est certainement pas. Puis c'est drôle que tu mentionnes Booba par rapport à ce qu'il nomme, parce que j'étais curieux de savoir. Tu sais, moi, j'interprète toujours, on a parlé du sport, on a parlé de la culture urbaine, on a parlé d'artistes que tu as fréquentés, avec lesquels tu as collaboré. Puis, pour moi, il y a plusieurs artistes dont la connaissance de la culture urbaine qui est souvent liée à la criminalité, ça informe une forme de connaissance qui permet d'offrir, en fait, qui enrichissent, en fait, l'espace public. Donc, Booba, dans son art, on le retrouve. Puis tu nommais, par exemple, tu as nommé Georges Vanier, tu as nommé Lucien Pagé, tu as nommé... on parlait du Collège Montmorency, puis moi, j'ai toujours vu dans ma vie, sans nécessairement faire des associations directes, mais j'ai toujours vu dans ma vie que certains univers où il y a de la criminalité qui est présente informent ma manière de voir la vie. Puis je sais pas si toi, tu le vois d'une manière similaire, c'est-à-dire, ben, dans ces milieux-là, les jeunes qui vivent des choses plus difficiles, il y a plus de chances, en fait, qu'il y ait certains comportements qui sont répréhensibles, qui vont jusqu'à l'illégalité. Et c'est important qu'on en parle. Puis je me demande comment toi, tu as été témoin de ça, mais puis comment tu l'intègres, en fait, dans ta manière de t'exprimer en public, puis de réfléchir à la vie, ta vie personnelle, ta vie professionnelle. Moi, je suis extrêmement consciente de mon privilège, au sens où je peux naviguer dans un grand éventail de situations, d'environnement. Ouais. D'environnement. Puis c'est comme si souvent je me trouve à être un peu la traductrice de deux mondes. Puis c'est vrai pour plein de choses. Juste ma couleur, juste la personne que je suis un mix de deux univers, de deux réalités. Puis je me trouve souvent à faire l'avocat du diable de deux perspectives. Mais je pense que c'est vrai parce que tu nommes aussi en lien avec la criminalité, en lien avec les opportunités qui sont moindres quand tu nais, quand tu vis, quand tu grandis dans certains environnements. Puis, tu sais, là, je m'excuse, je vais encore faire une référence de rap. Go! Comme, pourquoi tu t'excuses? Qui suis-je? Mais, tu sais, je regardais... il y a l'album de Tikazo, connaisseur, qui est sorti c'est un gros album. Oh my God! Gars, man! Gros gars, all the way, là! Oh ouais, du début à la fin. Moi, j'écoute des albums, puis des fois, je fais comme, OK, c'est plate, je vais move on. Du début, j'ai entendu, j'étais flabbergasté. Anyways, oui. Ah oui, gros gars. Puis, tu sais, je veux dire, j'écoutais un peu ce qu'il disait et tout, puis, tu sais, la réalité qu'il nomme... Normal de l'Est. Normal de l'Est. Normal de l'Est. Tu sais, c'est cru ce qu'il dit. C'est super choquant pour certaines personnes. Tu sais, le fait qu'ils disent, ben, tu sais, moi, ce que je connais, c'est la prostitution, c'est le crime, c'est les armes, ça, c'est mon normal de l'Est. Tu sais, puis je veux dire, on parle de Tikazo, on parle pas de quelqu'un qui s'invente un rôle pour être à la américaine. Non, il ose. C'est son normal, for real. Fait que le fait qu'on vive dans une ville, dans une province où ça, c'est le normal de quelqu'un, je pense que ça décrit extrêmement bien que c'est pas tout le monde qui a les mêmes opportunités. C'est pas tout le monde qui a le même chemin qui est tracé. On peut dire autant qu'on veut que c'est un choix, que c'est... Mais, je veux dire, Tikazo est un produit de
de son environnement, malgré que oui, c'est ses choix, puis qu'il les assume, mais je veux dire, tu mets Marie-Pierre de Brossard, tu la fais grandir dans cet environnement-là, il y a des bonnes chances qu'il y ait un turn-out similaire à un connaisseur, tu sais. Tout à fait. Puis, en fait, Turnout, en fait, aussi, comme moi, c'est drôle parce que j'ai envie de l'inviter au podcast, puis il est au courent. J'espère que maintenant je l'écouterai. Ouais, puis moi, c'est pas un regard aussi, un regard looking down. Au contraire, c'est de dire, il fait un travail important de nommer des réalités qui méritent d'être nommées, tu sais. Exactement, parce que quand tu as un Legault, quand tu as n'importe qui vit dans une... Puis je vais prendre le mot qui vit dans une bulle du Québec commun. Pour eux, ça, c'est pas des réalités qui existent. C'est comme si c'est farfelu, c'est des personnages qui sont inventés. Non, c'est la vraie vie, man, de plein de monde. Puis le fait qu'il y ait des gens qui... comme Tikazo, qui soit capable de le nommer puis de le honner, ben je pense que ça met un spotlight sur une vérité qui est importante aussi. T'sais. Moi, je vais te partager mon opinion. You take it or not. Mais moi, je suis convaincu qu'on n'a pas besoin de la NADé officielle. On a besoin que la NADé... Moi, ça, c'est ma conviction que je te partage parce qu'en fait, la NADé qui parle de ça... c'est un cadeau qu'elle fait au monde. Moi, c'est ça que je pense. C'est un cadeau d'offrir des réalités, de parler de ta vie, de parler des choses que tu vois, puis de manière authentique. Take it or leave it. Je own mon opinion en me disant, après ça, tu t'en iras, puis tu garderas tes deux comptes si tu souhaites. Mais ce que je veux dire, c'est que je t'entends, puis je fais comme, my God, tu sais, c'est important parce que mon opinion, dans l'espace public mainstream, c'est qu'il y a très peu, tu sais, t'as des Isabelle Racicot, t'as des Rebecca McConnell, t'as des... donc, c'est les deux exemples qui me viennent à l'esprit. Il y en a peut-être d'autres, des Noémie Mercier, tu sais, des femmes noires qui sont présentes. Puis je veux pas commencer à prétendre that I know. Je suis pas une femme, tu sais. Alors, je sais pas qu'est-ce que les femmes noires vivent au quotidien, surtout pas dans ces espaces-là. Et en même temps, ce que je sais, c'est que tu sembles avoir une sagesse, puis une forme d'accès, puis un rôle de traductrice que d'autres personnes ne peuvent pas offrir. C'est un cadeau qui est vraiment précieux, tu sais. Je pense que c'est un cadeau qui est précieux, puis en même temps, c'est un challenge parce que je peux pas prétendre comprendre complètement la réalité de... comment expliquer? Oh, t'es pas une scientifique, en fait. Tu vis ta vie. T'es pas une scientifique qui explique tout ce qui se passe et tu vis ta vie au quotidien. Ben, en fait, c'est que je suis pas une activiste. J'ai pas le bagage de knowledge que ça prend pour défendre des points factuels. Je pourrais jamais remplir ce rôle-là. Puis, en même temps, je peux pas représenter une fille black qui a grandi à Saint-Michel de deux parents haïtiens. Moi, si je vais passer l'entrevue pour la job, il y a des bonnes chances que je l'aille. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que X millions de raisons. Puis parce que ça la donne que j'ai exactement le profil du genre de token qui fait du bien. Tout à fait. Tu sais, à engager. Pas trop dérangeant, mais en même temps, tu sais, un petit peu de diversité. Fait que j'ai pas... je pense que oui, j'ai eu des embûches, on en a parlé tout à l'heure par rapport à l'école et tout ça, mais je pense que j'ai beaucoup plus de privilèges que la communauté que je pourrais peut-être représenter, en tout cas pour qui je pourrais parler. Tout à fait. Fait que ça, je pense, c'est important de s'en rendre compte. Fait que je peux traduire, mais en même temps, je pense que le plus beau cadeau que je peux faire à tout le monde, c'est de juste être moi, puis être la meilleure version de moi-même, puis que ceux qui y adhèrent auront un mode, même pas un modèle, mais un exemple de plus, peut-être. Mais je pense que c'est tout ce que je peux faire. Oh ouais, puis tout ce que j'ai... C'est drôle, hein, parce que je crois
je crois que tout ce que je voulais dire est exactement ce que tu voulais, ce que tu as dit. Ouais. La question d'être la meilleure version de toi-même, et après ça, ben, écoute, c'est toi qui m'as briefé là-dessus. on On l'a pas dit, mais j'étais à un peu, à un moment donné, quand je suis sortie d'OD, j'ai eu une petite mini panique, j'ai pogné un 2 minutes, comme on dit. J'étais comme, OK, là, il y a 4000 personnes qui m'ont écrit, des filles black qui m'ont dit « Merci, tu m'as représenté pour la première fois, ça m'était jamais arrivé de voir ça à la télé. » J'ai pogné un hostie de 2 minutes, je t'ai appelé, j'étais comme « Man, je suis pas caught up pour de job, genre, qu'est-ce que je fais? » Puis tu m'as dit « Nadé, la meilleure chose que tu peux faire probablement, c'est de juste être la meilleure version de toi-même. » En tout cas, je paraphrase, mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris de ce que tu m'as dit, puis je l'ai mis dans la pipe, comme on dit. Puis moi, je le... Écoute, je suis prudent aussi de ne pas avoir l'air du gars who has it figured out, dans le sens que moi-même, je me pose cette question de la fonction de la représentation, tu sais. Ouais. Comment on est tous des individus, mais de s'exprimer dans un espace donné comme l'espace public, c'est un espace qui fait en sorte qu'il y a des gens qui vont justement s'identifier, puis comment être soi-même là-dedans, puis comment être conscient d'être responsable là-dedans, c'est tout un défi, tu sais. Puis je pense que moi, ce que je perçois, c'est que c'est clair qu'il y a comme certaines dynamiques que certaines personnes vivent en termes de je perds mon train de pensée. C'est pas vrai que tout le monde est nadé. Donc, les filles qui t'écrivent, c'est pas nécessairement vrai qu'elles vont dire « OK, vous avez la même vie », au contraire. Donc, la question des privilèges aussi, il y a un ensemble de facteurs. Des fois, c'est socio-économique, des fois, c'est des canons de beauté qu'une personne peut avoir. Donc, il y a un ensemble de choses qui va faciliter ou rendre les choses plus difficiles. Ouais. Mais j'apprécie que tu sois là dans cet espace-là. Tu as parlé un peu plus tôt. Mais regarde, qui sont tes modèles, toi? J'ai tellement des modèles différents pour différentes choses. Okay. J'ai beaucoup de modèles en musique. Je me suis souvent associée à des gens qui faisaient de la musique. J'ai beaucoup de respect pour Kurt Cobain. Pour son refus de participer à... là, je sonnais comme une communiste, là. De son refus de participer à la consommation si tu veux pas intelligente, genre. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux avoir un free pass, Impost, que tu connais bien, qui était là au premier épisode, il a déjà parlé du capitalisme, il faut s'en sortir. C'est done. Puis moi là, comme s'il y en a qui écoutent puis qui n'ont pas encore figure out que le capitalisme, c'est un des mots principaux get with the program. fait que quand tu parles du refus de participer, là, c'est comme ouais. Cool, fait que Kurt Cobain. Puis c'est ça, parce que ce qui se passe, c'est que souvent, quand les gens arrivent à un certain niveau de notoriété, il y a des privilèges qui viennent avec ça. Puis je pense qu'on part souvent avec des bonnes intentions. Puis là, finalement, quand les privilèges arrivent, ils sont difficiles à refuser. Puis je pense que lui, c'est un des exemples. Qui est toujours resté intègre là-dedans. Ouais, voilà. Fait Kurt Cobain... parce que j'en ai tellement, c'est incroyable. Tu sais, là, c'est un peu corny, mais Michelle Obama, c'est indéniable. Le effortlessness avec lequel elle a cassé 1 million de stéréotypes. Je trouve que c'est le meilleur exemple de comment représenter les gens qui te ressemblent sans être preachy. Tu sais, elle est juste un exemple à suivre parce que c'est une personne c'est une bonne personne. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. L'expression, je parlais à un ami qui me donnait une expression qui me semble pertinente par rapport à ça, c'est à la fin de la journée, comme humain, on est uniquement des gouttes d'eau homéopathiques dans l'océan.
Tu sais, c'est qu'on est minuscule, en fait. On est juste une goutte, mais on influence l'océan et on est influencé par l'océan. Fait qu'on peut prétendre d'être plus important que n'importe qui. Fait que quand tu parles d'Obama, pour moi, c'est ce que je crois qu'elle dégage. Ouais. Mais c'est aussi... Ouais, c'est juste sa personne, juste son être. Tu regardes cette personne-là, puis tu te dis... tu sais, elle essaye même pas d'être un modèle ou quoi que ce soit. C'est juste une bonne personne. C'est quelqu'un à qui tu as envie de ressembler, en tout cas. La fameuse meilleure version d'elle-même, tu sais. Voilà, exact. As-tu lu son livre? Je n'ai pas lu son livre. Okay, cool. Non, j'ai pas vu sa conférence non plus, je l'ai manqué quand elle est venue. J'étais déçue. Cool. Cool. Cool que pas cool que t'aies manqué, mais je posais la question, j'étais curieux de ça. Je lis très peu de livres. Je lis très peu de livres. Je pense que je suis une personne de mon ère et je pense que souvent c'est décourageant pour les gens de renforcer le concept que l'information dans les livres, que de lire un livre, c'est une manière supérieure d'acquérir de l'information. Puis je parle pas de toi, là. Je parle vraiment... je me rappelle quand Black Lives Matter, le mouvement a comme un peu explosé en mars dernier. Il y avait beaucoup de monde qui suggérait « allez vous instruire, allez lire la biographie de ci, de ça, allez, tout ça. » Puis moi, je trouvais ça super important de dire aux gens « check, si t'as pas le temps de te taper les 12 tomes de Malcolm X, tu peux vraiment... t'es quand même une bonne personne. C'est correct. T'es quand même... genre, tu peux quand même t'instruire de plein d'autres manières. » Puis c'est ça, je trouvais ça important de le dire, parce qu'il y a plein de monde que ça rebute, puis c'est important de s'informer de toutes les manières. Tout à fait. Puis je suis pleinement d'accord avec toi. Tu sais, on peut même prendre l'exemple de TikTok, qui est rendu quelque chose qui... juste une vidéo, puis des fois, contenir un contenu... En fait, contenir un contenu, je sais pas si ça se dit, mais... on va dire ça, inclure un contenu qui passe des messages qui sont fondamentaux, qui sont vraiment importants, fait que je te suis là-dessus. Oui, je pense que c'est important de rassurer les gens là-dessus, parce que, c'est ça. Mais je lis des livres pour me divertir, souvent. Bon, je vais y revenir au livre un peu plus tard. Ouais. Tu as parlé du concept de Angry Black Woman tantôt. Moi, dans les interactions qu'on avait, quand moi j'étais téléspectateur et toi tu étais à l'écran, ça a été très présent pour moi de voir à quel point, même dans mon entourage, il y avait des gens qui te tenaient en haute estime comme candidate à OD. Puis du moment où tu t'exprimais d'une manière qui était plus, je dirais, directe, plus affirmative, ils t'ont beaucoup démonisé, tu sais. Je veux des noms, man. C'est qui eux autres, tu sais? Puis, en fait, je vais juste le nommer. Je vais pas poser de questions. Je vais le nommer que j'ai trouvé... je trouve ça important de refléter ça. C'est que la question des femmes noires qui s'expriment d'une manière authentique, parce que moi, je regardais ces situations-là. Moi, dans ces situations, il n'y a rien, en fait, que j'ai vu qui était problématique dans la manière dont tu t'exprimais. Sauf petite exception, là, c'est comme des moments où... là, je parle de l'heure de vérité particulièrement. Donc, le moment de l'heure de vérité, pour bien le situer, pour ceux qui connaissent l'émission, tu t'exprimes par rapport... Puis oui, c'est Messi, etc., etc. Mais moi, je vois les gens réagissent. Je dis non, mais ça, c'est une femme noire qui s'exprime. Je comprends pas qu'est-ce que vous avez. Mais on dirait que les gens n'arrivent pas à capter. Même ceux qui connaissent théoriquement le concept de Angry Black Woman étaient quand même pris sous l'idée que ils n'étaient pas capables de voir que c'était une manière de s'exprimer, qui était directe, qui était cash. Fait que je sais pas comment t'as reçu ça, toi, dans ton entourage, à la sortie de l'émission, tu sais, ou après que ce soit sorti. Ouais. Je vais être vraiment honnête avec toi, j'étais... Pour la première fois de toute l'expérience de OD, au tournage de l'heure de vérité, j'étais super stressée après l'émission. Parce que je savais
que la façon dont je m'étais exprimée allait trigger certaines personnes. Je le savais. Puis je l'ai fait en toute connaissance de cause. C'est comme si j'ai une petite switch des fois où je me dis, bon, est-ce que je switch? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je suis prête à faire face à la musique après? Puis il y a certaines fois où je fais le choix de switcher. Puis quand je dis switcher, c'est pas que je perds le contrôle ou quoi que ce soit, mais c'est là, à ce moment-là, il y a un snap, puis peut-être je me lève, puis c'est comme là, je veux qu'on comprenne. Puis quand je disais tantôt que j'ai le courage de mes convictions, c'est ça. Ça, c'est c'est un exemple. Je trouve qu'à ce moment-là, c'est important, puis je suis comme, OK, I'll take it. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a plein de monde qui m'ont écrit pour me dire aussi l'inverse, pour me dire que ça leur avait fait vraiment du bien, puis que c'est comme ça qu'eux se sentaient, que c'est comme ça qu'eux se seraient exprimés, que c'était rafraîchissant, dans le fond, de voir... T'étais authentique à ce moment-là. Puis d'ailleurs, tu l'as fait avec beaucoup de sensibilité. Puis ça, là, je veux le nommer encore, là, parce que c'est des choses qu'on voit rarement en télé. T'as quand même pris la peine de dire à Marjorie, à ce moment-là, ben, je acknowledge que t'es une femme, t'es une femme noire, puis je pense même que t'es allé jusqu'à dire, c'est délicat ce que je vais dire, mais je vais te dire qu'est-ce que j'ai à te dire. Mais j'ai perçu un souci de comprendre que ce que tu faisais là, c'est pas anodin, c'est inusité pour le commun des mortels qui regarde la télévision, puis t'as fait une forme de... C'est un respect... Ouais. En fait, c'est un respect qu'on se donne dans nos communautés. Exact. Mais là, c'était devant tout le monde, tu sais. Fait que, comme ça a l'air d'être rien, mais je tiens à te dire merci d'avoir fait de l'avoir déposé comme tu l'as déposé. Après, est-ce que il y a une phrase où... Ça par rapport, mais... En fait, après, je vais clarifier ce que je veux dire. Après, il y a peut-être une phrase ou deux, peu importe, de critique d'un aspect, mais j'ai senti une forme d'authenticité dans ce... Ouais, ben c'est parce que c'était tellement important pour moi, puis c'était tellement déplorable que dans une même personne puissent cohabiter des traits de personnalité qui fit pas nécessairement avec mes valeurs, mais cohabitent aussi dans cette personne-là des choses pour lesquelles j'ai beaucoup de respect, puis des choses pour lesquelles je dois du respect, parce que je sais que ça vient avec son lot d'embûches, sauf que encore une fois, l'un invalide pas l'autre, tu sais. Both ends, c'est un et l'autre. C'est ça, exactement. Ouais. Un et l'autre et non pas un sauf l'autre, ou en tout cas. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était malheureux que ça tombe comme ça, parce que j'aurais aimé ça qu'on puisse pousser encore une fois le message de support entre deux filles noires. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup d'exemples, en tout cas au Québec, parce qu'on n'a juste pas beaucoup d'exemples de filles noires, point. C'est ça, c'est un des combats. Puis d'ailleurs, je veux le nommer, hein, tantôt, quand je pensais aux femmes noires qui sont dans l'espace public, c'est pas exhaustif, là, il y en a plusieurs, ben oui. Émilie Nicolas, c'est parce que à un moment donné, j'ai pensé à celle qui de Vanessa Destinée, il y en a beaucoup, mais ça démontre à quel point, juste de penser à celle qu'on connaît, puis qu'on peut nommer, à quel point, encore une fois, il y en a peu, tu sais. Ouais. Je me permets de parler d'un truc que je trouve qui est en lien. Moi, j'essaie de faire la part des choses entre être une femme noire puis être une personne, au sens où être noire, ça peut être une identité, mais c'est pas nécessairement une identité. Ça peut aussi être une couleur. Tu sais, moi, être une femme noire, ça fait partie de moi. Ça me définit d'une manière, mais c'est pas l'ensemble de qui je suis. Tout à fait. Puis c'est un peu ce que je tentais, peut-être maladroitement, d'expliquer aussi à Marjorie, c'est que, dans le fond, être une femme noire, être une femme qui fait partie de la communauté LGBTQ, c'est... De pas essentialiser puis de réduire à tout ce qui se passe à ça. Exact. Des fois, c'est ça, des fois, ça l'est pas, puis de naviguer à travers ça. Exact.
On est aussi des personnes à part entière, tu sais. Des personnes à part entière qui tombent en amour? Oui! Attends. Ben, excuse-moi, Oui, on tombe en Ben, amour. en fait, je me dis, tu sais, des personnes à part entière, mais je me demande, es-tu encore en relation avec Patrick? Oui. Cool. Ouais. Je suis encore en relation. Avec Patrick, je suis... Je pense que ça me paraît d'en face. C'est drôle, ma Ben, face tu a souris, changé. là, you lighten up in a way, c'est beau. Ben, je suis bien, je suis chanceuse. Je suis pas une personne qui se casse le bessic en termes de relation, au sens où c'est pas nécessairement important pour moi de nommer les choses avec des mots ou de m'engager dans quelque chose de sur une durée de quoi que ce soit, mais on est vraiment bien, puis on est vraiment chanceux d'être tombés un sur l'autre. Après, c'est toujours plein de questionnements, une nouvelle relation. Tu sais pas ce que ça va être dans 1 an, même dans 6 mois. Mais so far, so good. Ben, moi, je ne le connais pas personnellement. Comme tu sais, je connais son frère Joseph Oui! à travers l'univers du C'est vrai, basketball. c'est vrai. Mais j'ai bien hâte de l'avoir l'occasion de le rencontrer. Dans ce qu'il dégage, ça semble être quelqu'un qui... c'est facile à dire quelqu'un a des bonnes valeurs. Puis il y a des bonnes valeurs, mais littéralement, il y a une forme de sagesse, une naïveté que je trouve rafraîchissante dans une ère où... on parle beaucoup des influenceurs, on parle beaucoup des candidats d'OD en particulier comme étant des influenceurs. Fait que je vous trouve beau à voir dans beau et belle, à voir dans comment vous exprimez dans l'espace public, parce que c'est pas tout le temps joli, en fait, moi, quand je vois les personnes qui s'approprient le rôle d'influenceur. C'est drôle que tu parles de ça, mais je te laisse finir, mais on y revient après. Ben, je sais pas où toi, à quoi tu penses en ce moment, mais vas-y, non, vas-y. Parce que moi, je t'ai vu hier sur Instagram, j'ai été super drôle, fait que, mais vas-y, je t'écoute. Mais justement, j'avais parlé de ça, mais je vais juste faire un lien avant avec ce que tu disais de Pat, parce que t'es tellement right on the nail. Il y a une pureté qui habite ce gars-là qui est presque insécurisante. C'est tellement rare que ça nous est donné en tout cas, moi, que ça m'a été donné de rencontrer quelqu'un qui était c'est comme s'il n'a pas été corrompu par le monde, par la vie. Fait que c'est ça, c'est ce que j'ai relevé souvent dans l'émission, c'est que, tu sais, il faut que tu t'assures d'être you come correct with a guy like that, tu sais, parce qu'il mérite vraiment mérite que la personne avec qui il est le match dans cette pureté, tu sais. Ceci étant dit, par rapport à ce que tu dis pour les influenceurs, hier, j'en ai parlé. C'est rare que je poste. Depuis que je suis sortie, là, j'ai posté 2-3 trucs. Puis, je pense que l'ère des influenceurs, c'est quelque chose, tu sais, c'est nouveau. Ça n'existait pas, moi, quand j'étais au secondaire. Puis, je pense qu'il y a vraiment une grosse différence, comme dans n'importe quoi, entre ceux qui le font bien, parce que c'est un métier maintenant, puis ceux qui, à mon avis, le font moins bien, ou en tout cas qui utilisent leur plateforme de manière un peu plus décevante. Puis c'est de ça dont je parlais hier, quand je parlais des influenceurs avec un Z. C'est des gens qui véhiculent des faits qui sont pas validés, qui vendent des choses peu éthiques. Et pour situer le monde, toi, t'as fait une parodie que tu vendais, en fait, tu faisais la promotion d'un calepin pour que les gens y achètent ce calepin-là. Puis là, tu faisais la joke que c'était éco-responsable, puis toute la patente, c'est pour aider les enfants. Mais t'as littéralement du monde qui t'ont écrit pour savoir où acheter le calepin. Ce qui montre à quel point... c'est une réelle influence, c'est pas rien avoir une voix dans l'espace public puis une tribune. C'est exactement ça. Puis, tu sais, il y a certaines... Mettons sur le lot de vraiment plein de personnes qui
qui ont trouvé ça drôle, puis on a ri ensemble, puis ça. Puis il y a même des gens qui se sont fait prendre dans le truc, puis qui en riaient, qui étaient comme « Hey, j'en reviens pas, je pensais que c'était vrai, je suis tellement soulagée, puis tout ça. » Puis, tu sais, c'est la grosse majorité, là, je te dirais 95% de ceux qui ont réagi. Mais là-dessus, il y a quand même un pourcentage de gens qui se sont offusqués, qui défendent les influenceurs, puis qui disent, tu sais, faut pas en rire et tout ça. Mais si les gens étaient fâchés avec la blague, ça me dérangerait beaucoup moins que le fait que les gens y aient cru. C'est ça, je pense. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a écrit, par exemple, « Ouais, mais tu sais, il y a peut-être dans le lot de ceux qui y ont cru, il y a peut-être des enfants. Tu pensais à ça? » Ben oui, justement, j'y ai pensé. C'est ça le point. C'est ça qui est un peu inquiétant, c'est que justement, si je le vendais pour vrai, ce calepin-là, ben c'est probablement des enfants qui l'auraient acheté. Et là, tu as un système qui fait ce genre de choses-là. Ouais. Fait que ça, c'est sûr que c'est un peu... c'est un peu stressant. Moi, ça me stresse un petit peu. Puis je trouve ça de plus en plus difficile d'avoir accès à de l'information qui n'est pas teintée, puis qui est validée, qui est factuelle. Puis je pense qu'on a une responsabilité d'être un influenceur ou d'avoir 300 abonnés. Je pense que c'est important puisqu'on consomme beaucoup de nos nouvelles par le biais des réseaux sociaux, par l'Internet. On a une responsabilité d'essayer de filtrer pour s'assurer que ce que nous, on véhicule, c'est vrai. J'entends vraiment la question de la responsabilité dans le travail que tu fais. Ma question, ma question de pré-conclusion. Tu te projettes à la fin de ta carrière et tu as on va dire une jeune fille, justement, qui t'a suivi au cours de la carrière et qui prononce un discours en hommage à tes contributions. Oui, Qu'est-ce que cette personne-là, cette jeune fille-là, elle dit? Oh my God! J'ai pas hâte. Penser à la fin de quoi que ce soit, ça me stresse. Je pense que je vais travailler jusqu'à temps que je meure. Mais si quelqu'un devait prononcer un discours en mon honneur, j'espère... tu sais, ça semble vraiment simple en surface, mais j'espère juste que on m'a retrouvée sage à la fin de ma vie. Que je serai, oui, tu sais, une version améliorée de moi-même, mais j'espère que... Ouais, j'espère que j'aurai été sage puis que j'aurai atteint la paix d'esprit. Ouais. Nice. J'ai juste le mot nice. En check-out, j'ai commencé en disant chaque sac passé. Ouais. Je souhaite prendre l'habitude de terminer en posant la question. Puis je veux parler aussi de moi, ce qui se passe dans le sac passé. Pour moi, je suis content de notre conversation. J'ai l'impression qu'elle va me permettre de continuer à réfléchir pour moi à ce que ça veut dire d'être la meilleure version de moi-même dans l'espace public, puis les enjeux que ça implique. Il y a comme quelque chose là-dedans qui me dans tout ce qu'on s'est dit, c'est un des takeaways, donc merci pour ça. Ouais. Et toi, ça s'est passé? Ça m'a fait du bien de te parler. T'es vraiment t'es réconfortant de par ton esprit critique et puis juste tes questions, ça fait du bien d'être stimulé, puis ça arrive moins souvent que je voudrais. Mais ouais, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Ce sera anytime. Et avant qu'on coupe, parce qu'il y a un truc qu'il faut pas que j'oublie, je reviens, ça va en prendre. Ok, cool. Il est parti chercher les clés de mon nouveau chat qui m'a acheté un cadeau. Alors, c'est drôle parce que ce matin, quand je pensais, j'avais déjà l'intention de t'offrir un petit quelque chose,
Ouais, j'ai regardé le livre, puis je me suis dit, j'ai le goût de t'offrir ce livre-là. Puis moi, je me suis dit, premièrement, en fait, je me suis dit, c'est trop évident, tu sais. Comme, puis j'ai fait le choix de ne pas te l'offrir. Puis finalement, en t'entendant tantôt, je me suis dit que j'allais te l'offrir en comprenant très bien que j'ai bien compris les réserves par rapport à la lecture, etc., etc., etc. T'en feras ce que tu veux, mais je te l'offre, cadeau, Michelle Obama Becoming. Donc, c'est incroyable. C'est tellement incroyable parce que c'est sûr que je vais le lire. Puis là, on a besoin de challenge, là. On va se le dire, là. Il faut rester à la maison à partir de 8 heures. Fait que ça te fera une lecture. C'est le meilleur moment pour le lire. Ouais. Je te ferais un pinky swear de le lire si c'était pas COVID. Mais je te le fais à... You're gonna do it. C'est vraiment cool. Je suis vraiment contente. Ben merci. Puis encore merci pour la conversation. Merci à toi.